pour statuer sur la thèse optimisation de la sûreté de fonctionnement et de la maintenance des systèmes complexes par les réseaux bayésiens, présentée par M. Aït Mourtar Hassan pour l'obtention du diplôme de doctorat en génie mécanique. Je vais immédiatement donner la parole au candidat pour qu'il nous fasse un bref exposé de ceux qu'il considère comme étant essentiels parmi ces résultats. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, honorables assistants, bonjour. Donc, permettez-moi de vous présenter l'essentiel de mes travaux de thèse dont le thème est optimisation de la sûreté de fonctionnement et de la maintenance des systèmes complexes par les réseaux bayésiens. Ces travaux de thèse ont été effectués à l'Université de Béjaïa sous la direction de M. Lagoun Radouane et Polytechnique Clermont-Ferrand sous la direction de M. Châteauneuf Ala. Donc, en permanente recherche à améliorer son confort quotidien, donc l'homme a créé des instruments, des matériels et des équipements, etc. Donc, ces fabrications qui ont été au début de simples configurations sont devenues de plus en plus complexes et élaborées avec l'apparition de l'ère industrielle. Afin de survivre à un monde industriel doté d'une nature concurrentielle et affecté par les crises économiques, donc les industriels cherchent à améliorer les performances de leur système tout en minimisant les coûts d'acquisition. La question qui se pose ici, c'est quel est l'impact de cette évolution sur le système? Donc, la réponse peut être trouvée dans les travaux de Smith qui ont été publiés en 2011. Donc, lui, il a été surpris par la longévité des structures anciennes, en particulier le pont de Menai et le pont de Clifton en Angleterre. Il a essayé de synthétiser les principaux facteurs ayant fait que les structures, ou bien les systèmes actuels, ne sont pas aussi fiables que les anciens systèmes. Donc, selon lui, le premier facteur est la complexité. Donc, il dit que tant que le système est formé d'un nombre réduit de composants et de matériaux utilisés, la probabilité d'avoir un système fiable est importante. Le second facteur est la redondance. On sait que on utilise des composants en redondance afin d'améliorer la fiabilité du système, or que cette pratique permet de favoriser certains modes de défaillance au détriment d'autres, en plus d'autres inconvénients tels que le poids et la consommation d'énergie. Le dernier facteur est la résistance. Donc, il est convenu que des facteurs de sécurité sont utilisés afin que les structures résistent aux sollicitations les plus élevées. Or que, affectés par les pressions économiques actuelles, donc, les industriels tendent à optimiser ces facteurs. Donc, ils favorisent l'aspect fonctionnel au détriment de l'aspect fiabilité et sécurité. Donc, selon l'Association française d'ingénierie système, un système est décrit comme étant un ensemble d'éléments en interaction entre eux et avec l'environnement, intégrés pour rendre à son environnement le service correspondant à sa finalité. Donc, en fiabilité, un système complexe se distingue par rapport aux autres configurations de systèmes usuels, tels que les systèmes série, les systèmes parallèles et les systèmes mixtes, par la difficulté de quantifier les interactions existantes entre les composants constituant le système, l'identification des facteurs ayant un effet sur le système et la quantification de cet effet, le nombre d'états possibles qu'un composant peut avoir et la taille du système. Maîtriser le cycle de vie de ce genre de système, le système complexe, peut se faire par une modélisation efficace de la maintenance. Pour ce faire, donc, le modèle doit permettre de prendre en considération les liens et interactions entre les composants du système, doit permettre de considérer l'effet des facteurs externes sur le système, considérer l'effet réel des actions de maintenance sur la fiabilité du système, et le pouvoir de mettre à jour le modèle de comportement du système en fonction de l'évolution des conditions externes, et de considérer les aspects économiques en plus des aspects techniques. Donc, dans cette présentation, on va essayer de répondre à ces besoins selon le plan suivant. Donc, dans un premier temps, je vais commencer par introduire les réseaux bayésiens et sur lesquels l'ensemble des applications faites dans cette thèse sont basées. Ensuite, je vais présenter une approche bayésienne pour l'évaluation et l'actualisation de la fiabilité des systèmes, des structures complexes.
Ensuite, je vais passer à la modélisation de la maintenance où je vais présenter un modèle de maintenance préventive périodique imparfaite avec réparation minimale et plusieurs types de révisions partielles que je vais appliquer dans un premier temps pour l'optimisation de la maintenance des systèmes complexes monogroupes et ensuite pour l'optimisation de la maintenance des systèmes complexes multigroupes. Et ma présentation se terminera par des conclusions et quelques éventuelles pistes de recherche. Donc, les réseaux bayésiens sont basés sur deux théories essentielles, donc la théorie des probabilités et la théorie des graphes. Cela leur permet d'avoir une représentation à la fois qualitative et quantitative du phénomène étudié ou bien du système. Donc, un réseau bayésien est composé d'un certain nombre de nœuds qui représentent les variables du système et d'un ensemble d'arcs dirigés qui permettent de représenter les causalités en reliant les causes à l'effet. Sur le réseau bayésien qu'on voit sur ce schéma, donc, trois types d'analyses peuvent se faire. Donc, on peut faire un raisonnement causal, c'est-à-dire qu'on peut déduire à partir que l'usure peut causer une température élevée et des vibrations, et que le désalignement peut causer des vibrations. On peut faire aussi un diagnostic, c'est-à-dire qu'on peut, déduire à partir des vibrations que la cause est soit l'usure, soit le désalignement, et à partir de la température élevée que la cause est l'usure. On peut faire aussi un raisonnement intercausal, c'est-à-dire qu'on peut déduire à partir de l'observation de la température élevée que les vibrations sont causées par l'usure et non pas le désalignement. Les réseaux bayésiens reposent sur les travaux de Bayes, où un premier cas particulier du théorème de Bayes a été traité dans ces travaux. Donc, selon Bayes, la probabilité de y sachant x est égale à la probabilité de x sachant y fois la probabilité de y sur la probabilité de x. Ce qui veut dire que la distribution a posteriori est proportionnelle au produit de la vraisemblance et de la distribution a priori. On peut trouver aussi une autre écriture du théorème de Bayes pour les variables continues. En circuit de fonctionnement, donc, au début, les réseaux bayésiens ont été célèbres dans plusieurs disciplines, telles que la médecine notamment. Mais ensuite, cela a poussé la communauté scientifique à adopter les réseaux bayésiens aux problèmes de sûreté de fonctionnement vers la fin des années 90. Et l'intérêt à l'utilisation des réseaux bayésiens en sûreté de fonctionnement et en maintenance n'a pas cessé de croître pour atteindre environ 800% entre 2000 et 2010, selon le nombre de publications scientifiques dans le domaine. Donc, si on répartit ces publications par domaine, on trouve que la maintenance a le plus faible intérêt avec 13%, contre 26% pour l'analyse de risque et 61% pour la sûreté de fonctionnement. Donc cela nous a poussé à essayer d'utiliser les réseaux bayésiens dans les problèmes de maintenance. La question ici qui se pose, c'est qu'est-ce que les réseaux bayésiens ont de particulier pour que on s'intéresse autant, et qu'est-ce que les réseaux bayésiens ont et que les autres outils classiques d'analyse sûreté de fonctionnement n'ont pas, tels que les arbres de défaillance ou bien les chaînes de Markov. Donc, les réseaux bayésiens, ils permettent de considérer la complexité et la taille des systèmes. Quelle que soit sa complexité, le modèle est généralement cohérent. Ils permettent l'intégration des informations qualitatives avec des connaissances quantitatives. Ils permettent de considérer le caractère multi-état des composants du système. Ils permettent de considérer les dépendances entre les phénomènes tels que les défaillances et les incertitudes dans l'estimation des paramètres du modèle. Je vais passer maintenant à la proposition d'une approche bayésienne pour l'évaluation et l'actualisation de la sûreté de fonctionnement des systèmes complexes. Donc la fiabilité, selon l'AFNOR, la fiabilité représente l'aptitude d'un bien à accomplir une fonction requise dans des conditions données durant un intervalle de temps donné. Pour un système quelconque, il s'agit de son aptitude à résister aux agressions de l'environnement et aux actions extérieures. Donc, pour évaluer cette fiabilité, on définit une surface d'état limite qui sépare le domaine de défaillance du domaine de sûreté. Mathématiquement parlant, la fonction d'état limite est égale à la résistance moins la sollicitation. Donc, la défaillance aura lieu lorsque cette fonction d'état limite est inférieure ou égale à 0, c'est-à-dire lorsque la sollicitation est supérieure à la résistance.
Nous intéressons dans cette partie à l'étude des réseaux de pipeline souterrains. Donc, selon Ahmed et Milchers, la corrosion est le mode de dégradation structurale le plus courant pour les pipelines souterrains. En plus de ça, les pertes dues à la corrosion sont estimées entre 3 et 5% du produit national brut des pays industrialisés. Cela a fait que l'intérêt de la communauté scientifique à l'étude de la fiabilité des réseaux de pipeline en permanente évolution durant les 30 dernières années. Les modèles de corrosion présents dans la littérature donc, visent à représenter l'évolution de la perte de matière par corrosion durant le temps. Nous avons opté ici pour l'utilisation du modèle de Paik, qui est un modèle de puissance à 3 paramètres. Le paramètre C1 qui représente le taux de corrosion annuel, il est censé suivre la loi de Weibull. Le paramètre C2 qui est compris entre 1 sur 3 et 1 est généralement donné selon la loi normale. Et le paramètre TC qui représente la durée de vie de la couche anti-corrosion. Ces paramètres-là de corrosion que je viens de présenter sont estimés à partir des échantillons de données faits sur des échantillons de données du système représentant la perte de matière par corrosion. Donc, avec l'évolution des conditions externes et leurs effets sur le système, parfois le modèle de corrosion initial ne peut pas prévoir la perte de matière avec exactitude. Donc on présente ici, on essaye d'adapter l'approche bayésienne afin d'actualiser les paramètres du modèle. Donc on va utiliser l'algorithme Metropolis et Hastings. Donc l'algorithme démarre à partir des paramètres initiaux du modèle de corrosion. À l'itération 1, on génère des candidats à partir de la loi normale. Puis on calcule à partir du théorème de Bayes et à partir des nouvelles observations. On génère une variable aléatoire comprise entre 0 et 1. Donc si cette variable est inférieure à ρ, donc le candidat est accepté, sinon le candidat est rejeté. On incrémente 1 et on revient à l'étape 2. Pour la validation du modèle, donc j'ai repris ici des données tirées des travaux de Paik, qui représentent un modèle de corrosion d'un navire vraquier. Donc pour l'actualisation, on a supposé 3 cas. Donc dans le premier cas, on suppose que le modèle initial représenté ici par la courbe en discontinu en noir. Donc on suppose que dans le premier cas, la courbe initiale est surestimée. C'est-à-dire que l'observation ici faite à 30 ans est inférieure à la prédiction. Dans le deuxième cas, on suppose que le modèle initial est sous-estimé, donc l'observation à 30 ans est supérieure à la prédiction. Et dans le troisième cas, on considère les deux observations en même temps. Donc on voit ici que l'utilisation de l'algorithme Metropolis and Hastings, qui est basé sur la théorie bayésienne, a permis à chaque fois de rapprocher, de mieux représenter les observations. Je vais passer maintenant à la modélisation des réseaux de pipeline par les réseaux bayésiens. Elle se fait en 4 étapes. Donc, dans la première étape, elle consiste à définir l'objet de modélisation, donc où on cerne les limites de ce qu'il faut inclure et de ce qu'il ne faut pas inclure dans le modèle. Donc, dans notre cas, les interactions entre les composants du système et celles entre le système et son environnement sont considérées. La deuxième étape consiste à définir les variables et leurs interactions. Donc pour un réseau de pipeline, on considère 3 configurations différentes. Donc dans la première configuration, on suppose que le pipeline est affecté par plusieurs environnements différents. Donc le pipeline est divisé en segments de telle sorte à ce que chaque segment soit dans les mêmes conditions géotechniques. La deuxième configuration est une configuration divergente, lorsqu'un pipeline se diverge vers 2 ou plusieurs pipelines. Et la troisième configuration est une configuration convergente. C'est lorsque 2 ou plusieurs pipelines convergent vers un autre pipeline ou bien vers un réservoir de stockage. Donc, pour ces 3 configurations, chaque pipeline ou segment de pipeline est représenté par un nœud racine dans le réseau bayésien, relié avec d'autres nœuds afin de quantifier leur dépendance. La troisième étape est une modélisation quantitative, donc elle sert à générer l'étape de probabilité des nœuds du réseau. Donc, pour les nœuds racines, donc on utilise la probabilité de défaillance
qui est donné en fonction du modèle de corrosion. Et pour les deux premières configurations, leurs interactions correspondent à celles des systèmes en série. Pour la troisième configuration, on définit une fonction d'état limite qui est égale à la somme des volumes acheminés par les pipelines moins le volume demandé par le réservoir de stockage ou bien le pipeline de destination. Et on calcule à partir de ça la probabilité de défaillance conditionnelle. La dernière étape consiste à valider le modèle en effectuant des scénarios connus. Une fois la structure du réseau bayésien est définie et que les tables de probabilité sont générées pour l'ensemble des nœuds, on passe à l'inférence bayésienne afin d'évaluer la probabilité de défaillance du système global. Et lorsque de nouvelles informations sont disponibles sur un ou plusieurs pipelines du réseau, donc on utilise l'algorithme d'actualisation pour actualiser dans un premier temps le modèle de corrosion. Ensuite, on actualise les probabilités des nœuds observés et on utilise l'inférence bayésienne pour propager l'information, la nouvelle information sur l'ensemble du réseau et ainsi actualiser la probabilité de défaillance du système. Cette approche est appliquée sur un réseau de pipelines composé de 7 pipelines affectés par 4 environnements différents. Les caractéristiques des pipelines ainsi que les débits transportés par ces pipelines sont représentés dans ces tableaux. Les paramètres de corrosion du modèle sont donnés en fonction de l'environnement dans lequel les pipelines se trouvent. Donc, dans un premier temps, il nous en permet d'évaluer la probabilité de défaillance initiale des pipelines. Et ensuite, avec l'inférence bayésienne, nous avons évalué la probabilité de défaillance du système. On suppose ici que de nouvelles observations ont été effectuées après 35 ans et 38 ans sur quelques pipelines du réseau. Donc, dans un premier temps, nous avons actualisé le modèle de corrosion des pipes où les observations sont obtenues. Ensuite, on a utilisé le modèle de corrosion actualisé pour actualiser les probabilités de défaillance par pipe. Et ensuite, avec l'inférence bayésienne, nous avons propagé cette nouvelle information et nous avons pu actualiser la probabilité de défaillance du système une première fois à 35 ans et une deuxième fois à 38 ans. Donc, je tiens à noter que cette partie a fait l'objet d'une communication internationale et d'une publication dont on a soumis les corrections, les révisions à International Journal of Pre-Services and Piping. Je vais passer maintenant à la modélisation de la maintenance. Donc, je vais d'abord commencer par présenter quelques modèles de base. Donc, je vais présenter la politique de maintenance selon l'âge. Donc, comme son nom l'indique, le système est renouvelé après avoir atteint un âge T, ou bien à la défaillance selon l'événement qui se produit en premier. La politique de maintenance en bloc, appelée aussi politique de maintenance périodique. Donc ici, le système est renouvelé en respectant une périodicité de temps T, ou bien à la défaillance, selon l'événement qui se produit, ou bien à la défaillance. Donc on voit que pour ces deux politiques de base, elles comportent certaines limites. On voit que parfois le système est remplacé alors qu'il n'a pas consommé la moitié de son âge. Avec l'apparition du concept de l'efficacité de la maintenance, ces politiques ont été améliorées. Donc pour ce qui est de l'efficacité de la maintenance, donc au début on a considéré deux modèles de base, c'est-à-dire que on a considéré la maintenance est minimale, c'est-à-dire après l'action de maintenance sur le système, la fonction d'intensité de défaillance repart du même point avant la défaillance avec la même allure. Et la maintenance est dite parfaite, c'est lorsque, après l'intervention de maintenance préventive, la fonction d'intensité de défaillance est remise à 0. Donc, le concept de la maintenance imparfaite vient entre ces deux concepts, c'est-à-dire qu'après l'action de maintenance préventive, la fonction d'intensité de défaillance est réduite d'une certaine quantité. Les modèles d'efficacité de maintenance présents dans la littérature sont traités selon trois approches différentes. Les modèles de réduction d'intensité de défaillance, les modèles de réduction d'âge virtuel et les modèles hybrides. Nous nous intéressons ici au modèle de réduction d'intensité de défaillance, où on peut trouver deux classes de modèles. Donc on trouve les modèles de réduction arithmétique de l'intensité de défaillance et les modèles de réduction géométrique de l'intensité de défaillance. Donc pour la première classe de modèles, lorsque le système reçoit une action de maintenance,
la fonction d'intensité de défaillance est réduite d'une quantité et repart avec une allure parallèle à l'allure initiale. Pour le modèle de réduction géométrique de l'intensité de défaillance, après une action de maintenance préventive, la fonction d'intensité de défaillance est réduite d'une certaine quantité et repart avec une allure différente de l'allure initiale. Donc, en appliquant le concept de l'efficacité de la maintenance sur la politique de maintenance en bloc, on retrouve la politique de maintenance préventive périodique imparfaite avec réparation minimale à la défaillance. Donc, selon cette politique, le système reçoit des actions de maintenance préventive imparfaite en respectant une périodicité de temps T. Donc, à chaque occasion de maintenance préventive imparfaite, le système et la fonction d'intensité de défaillance est réduite d'une quantité égale et les défaillances sont éliminées par des réparations dont l'effet est minimal. Et à la fin, après cas intervention de maintenance préventive imparfaite, le système reçoit un renouvellement qui remet la fonction d'intensité de défaillance à 0. La fonction des coûts de maintenance par unité de temps selon cette politique est égale au coût correctif fois le nombre de défaillances sur le cycle de maintenance, plus le nombre de maintenance préventive imparfaite fois le coût du préventif, plus le coût du renouvellement sur la longueur du cycle. En partant de l'idée que pour les systèmes complexes, plusieurs types de maintenance imparfaite sont effectués, donc on propose une politique de maintenance préventive, une politique de maintenance qui considère plusieurs types de révisions partielles. Donc le premier type de révision partielle est effectué en respectant un intervalle de temps T. Donc la fonction d'intensité de défaillance à la première occasion de maintenance préventive est réduite d'une quantité propre au premier type de révision partielle. Les défaillances sont éliminées par des corrections dont l'effet est minimal. Et à la deuxième occasion de maintenance préventive, donc le système reçoit en plus du premier type de révision partielle un second type de révision partielle dont la périodicité est 2T. Donc là aussi, la fonction d'intensité de défaillance est réduite donc d'une quantité propre au premier type et au second type. À la troisième occasion, le système reçoit uniquement le premier type de révision partielle. Et à la quatrième occasion de maintenance, donc le système reçoit en plus du premier type de révision partielle le second type et le troisième type. Donc, une fois que le système reçoit les N révisions partielles après une périodicité de 2 à la puissance N moins 1T, on forme ici le cycle de renouvellement partiel. Le cycle de renouvellement partiel est répété K fois, et à la fin du km cycle de renouvellement partiel, la fonction d'intensité de défaillance du système est réduite à 0, c'est-à-dire qu'on renouvelle le système, et on forme ici le cycle de maintenance. Selon cette politique, on note par grand H de t la fonction du taux de hasard cumulé, et par taux le temps de bon fonctionnement sur l'intervalle de temps t. On présente deux modèles de coût. Le premier est un modèle de coût qui est obtenu suivant la même logique que lors de la politique de maintenance préventive périodique imparfaite avec réparation minimale, et un modèle de disponibilité obtenu par l'espérance du temps de bon fonctionnement divisé par la longueur du cycle. Dans le cas d'une fonction d'intensité de défaillance selon la loi de Weibull, donc on a présenté ici la fonction du hasard cumulé selon les deux modèle de réduction d'intensité de défaillance, savoir le modèle de réduction arithmétique et le modèle de réduction géométrique. Ce modèle est appliqué dans un premier temps pour l'optimisation de la maintenance des systèmes complexes monogroupes. Donc, ici, on suppose que le système est composé d'un certain nombre d'éléments en interaction entre eux afin de rendre un service donné. Pour l'estimation des paramètres de fiabilité de ce système, donc on estime d'abord les paramètres de fiabilité des composants du système à partir d'un échantillon de données tiré avant la maintenance préventive. Ensuite, on initialise le temps à 0, on génère l'état de probabilité des composants à partir de grand F de t, et on génère le reste des probabilités de défaillance en fonction des interactions entre les composants du système. On utilise l'inférence bayésienne afin de calculer la probabilité de défaillance du système global. On répète les étapes 3 et 4 pour plusieurs valeurs de t
tiré de l'intervalle 0 jusqu'à t, et à partir de la régression linéaire, on peut déterminer les paramètres initiales de Weibull, bêta 0 et eta 0. Pour l'estimation de l'efficacité de la maintenance, on considère ici le modèle de réduction géométrique de l'intensité de défaillance. Donc, pour estimer cette fiabilité, donc après une action de maintenance préventive, on collecte des échantillons de données sur les composants. On estime les nouveaux paramètres bêta 1 et eta 1 de la fonction d'intensité de défaillance en utilisant la même procédure que je viens de présenter. Ensuite, en partant de l'idée que la fonction du hasard cumulé peut être, après l'intervention de maintenance, peut être donnée en fonction de bêta 0, eta 0 et alpha, et en fonction de bêta 1 et eta 1. Donc, le paramètre d'efficacité de maintenance peut être déduit analytiquement. Pour l'optimisation de maintenance, donc, il s'agit de déterminer les périodicités optimales de maintenance préventive et le nombre de cycles optimal de révision partielle. Donc, pour le faire, on varie le nombre de cycles et pour chaque cas qui est représenté par cas, et pour chaque cas on détermine la périodicité optimale de maintenance qui minimise la fonction des coûts de maintenance. Et à la fin, on sélectionne le couple de K et T et taux qui minimise la fonction des coûts. L'approche que je viens de présenter est appliquée à un système industriel, donc il s'agit d'une turbopompe de la Sonatrach. Donc le réseau bayésien du système représenté ici permet de considérer deux types d'interactions, donc les interactions entre les composants du système et les interactions entre le système et son environnement. Nous avons considéré ici les conditions climatiques ainsi que le comportement de l'opérateur. Selon le plan de maintenance appliqué par l'entreprise, le système reçoit deux types de révisions partielles effectuées à un intervalle de temps de 4000 et de 8000 heures. Donc, les paramètres de fiabilité du modèle sont estimés à partir des échantillons tirés sur le système et ils nous ont permis par la suite d'évaluer l'efficacité de la maintenance. Les résultats d'optimisation présentés ici, donc sur le tableau et sur la figure pour des valeurs de K allant de 2 à 8, montrent que la périodicité optimale de maintenance préventive est de 4397 heures, qui est obtenue pour un K égal à 8. Donc à partir de ces résultats, on peut dire que le fait d'avoir considéré deux types d'interactions et le fait d'avoir considéré l'effet réel des actions de maintenance préventive nous a permis une extension du cycle de maintenance du système d'environ 10%, ce qui engendre des gains d'environ 15% comparé au plan de maintenance appliqué par l'entreprise. J'ai à noter que cette partie a fait l'objet de 2 communications internationales et d'une publication dans le journal Quality and Reliability Engineering International. Maintenant, je vais passer à l'optimisation de la maintenance des systèmes complexes multigroupes. Donc ici, on considère un système complexe composé de plusieurs sous-systèmes en interaction entre eux. Donc le but ici est de trouver la combinaison de plans de maintenance des sous-systèmes qui maximise les performances du système global. Donc l'optimisation va se faire à 2 niveaux. Donc à un niveau, une optimisation individuelle au niveau sous-système et une optimisation globale au niveau système. Donc pour l'optimisation individuelle, donc on procède de la même façon que pour les systèmes monogroupes, or que ici nous considérons le modèle de réduction arithmétique de l'intensité de défaillance, et ici aussi pour plusieurs valeurs de K, on détermine les périodicités de maintenance optimale. Ensuite, pour l'optimisation au niveau global, dans un premier temps, on modélise le système sous forme d'un réseau bayésien. Ensuite, on établit les combinaisons des plans de maintenance préventive en variant les cas des sous-systèmes représentant le système. Et pour chaque combinaison de plans de maintenance, on génère l'état de probabilité des sous-systèmes à partir de la fonction de disponibilité. On calcule la disponibilité du système à partir de l'inférence bayésienne et on évalue l'utilité correspondante à cette combinaison. Donc, une fois que l'utilité est calculée pour toutes les combinaisons, on choisit celle qui maximise les performances du système. Pour ce qui est de la fonction d'utilité, on a utilisé une fonction d'utilité qui dépend de la demande du marché, c'est-à-dire que si on voit la courbe d'évolution
de la production en fonction de la disponibilité. On voit que avant d'atteindre le seuil de la demande du marché, tout le produit est vendu. Mais après ce seuil, donc on est dans une phase de surproduction qui nécessite du stockage et par conséquent des pertes. Donc la fonction d'utilité est égale au bénéfice fois la disponibilité du système moins les coûts de maintenance, où l'évolution du bénéfice aussi est conditionnée par le seuil de la demande du marché, qui est représentée ici par une disponibilité cible notée à max. L'approche présentée est appliquée sur le réseau de distribution d'eau de Béjaïa. Donc le réseau est composé d'une source qui sert donc à collecter le produit puis le transmettre vers la station centrale qui distribue le produit vers différentes stations qui sont directement connectées avec le client. Donc cette configuration nous a permis d'obtenir le réseau bayésien présenté sur la figure. Pour ce qui est des résultats d'optimisation, nous avons optimisé la maintenance pour plusieurs seuils de demande de marché représentés ici par une disponibilité cible à max. Donc le modèle proposé ici permet de considérer deux objectifs contradictoires, à savoir les coûts de maintenance et la disponibilité dans le même modèle. On a vu à partir de ces résultats aussi que la considération des interactions entre les composants du système a révélé que le plan de maintenance optimal obtenu individuellement est loin de celui qui maximise les performances du système global. Et on tient à noter quand même une certaine flexibilité dans la fonction objective qui permet d'adapter le plan de maintenance par rapport à la demande du marché. En conclusion, nous avons vu que les réseaux bayésiens possèdent d'intéressantes propriétés pour l'analyse de la sûreté de fonctionnement des systèmes complexes, puisqu'ils permettent une représentation à la fois qualitative et quantitative des systèmes. La théorie bayésienne appliquée au modèle de corrosion a donné d'intéressants résultats d'actualisation, même en utilisant des échantillons de données réduits. L'association de ces deux théories a permis de construire une approche efficace pour l'évaluation de la fiabilité des structures dépendantes. La considération de l'efficacité de maintenance avec plusieurs niveaux de réduction a permis d'obtenir un modèle de maintenance réaliste. Et on tient à noter que la fonction objectif utilisée ici a montré deux points forts. Bon, le premier, donc, il s'agit de la conciliation entre deux objectifs contradictoires, la disponibilité et les coûts de maintenance, et la flexibilité de cette fonction objective qui permet d'adapter le plan de maintenance en fonction de la demande du marché. En perspective, nous travaillons sur l'optimisation, sur la proposition d'une politique d'inspection aux structures, au réseau de pipeline corrodé. On compte proposer une extension de l'approche d'estimation des paramètres d'efficacité de la maintenance pour d'autres modèles de réduction d'intensité de maintenance imparfaite, tels que les modèles de réduction d'âge virtuel et les modèles hybrides. Et on compte associer le modèle hybride au modèle de maintenance proposé. Je termine par les contributions scientifiques de cette thèse et je vous remercie pour votre attention.